On est vendredi 25 février, c'est le moment de votre émission d'information info.tvc. Ici Marc Baudouin, bonne émission. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être fidèles au rendez-vous à chaque semaine. Voici maintenant les statistiques de la COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. On recense 55 nouveaux cas cette semaine. On est rendu maintenant à un total de 1317 cas depuis le début de la pandémie et présentement 95 cas sont toujours actifs. Une nouvelle mesure sanitaire sera retirée dès le 7 mars. Les élèves des écoles primaires et secondaires n'auront plus à porter le masque en classe en raison de l'évolution favorable de la situation épidémiologique au Québec. Le port du masque demeurera obligatoire dans les aires communes, lors des déplacements des élèves, ainsi que dans les transports scolaires. La Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia a dévoilé l'identité de la conférencière invitée pour le souper-conférence du 26 mars 2022. Il s'agit de Nancy Perron, cofondatrice de la Maison Lavande. La conférence s'intitulera « Faire sa place comme entrepreneur ». Que vous soyez membre ou non membre, il est possible d'acheter vos billets par l'entremise du site Internet de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, dont vous voyez l'adresse au bas de l'écran. Le milieu sportif matapédien est en deuil. L'Amkouen Jean-Louis Lavoie, qui a contribué à bâtir le hockey mineur vallée de la Matapédia tel qu'on le connaît aujourd'hui, s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 71 ans. En plus de son implication au sein de l'association de hockey, il a connu une brillante carrière sportive comme ancien porte-couleur des As d'Amkoui. Élément clé de la brigade défensive, il a contribué au succès de son équipe lors de la saison 1969-1970, puisque celle-ci a remporté la médaille d'argent au championnat provincial de la Ligue Junior B. Pour cette même saison, Jean-Louis Lavoie a reçu le trophée du défenseur de l'année de la Ligue Junior régionale. Quelques années plus tard, les As d'Amkoui sont ressortis grands vainqueurs du championnat de la Ligue North Shore pour la saison 1972-1973. Tout le personnel de la TVC de la Matapédia tient à offrir ses condoléances à toute la famille et à l'entourage de M. Lavoie. Restons dans le sujet du hockey. La semaine dernière, on vous avait annoncé le match opposant le bar laser de Causa-Abscale et Bois BSL de Montjoly. Mais suite à un bris à l'aréna Gérard Duchesne de Causa-Abscale, le match a été reporté à ce dimanche 27 février à 15 h. Ce samedi à 20 h, l'équipe matapédienne reçoit le Nordais de la Haute-Gaspésie. C'est jeudi qu'avait lieu la mobilisation des organismes communautaires autonomes du Bas-Saint-Laurent à Rimouski. Dans le cadre de la campagne nationale « Engagez-vous pour le communautaire » et sous le thème « Carton rouge pour la CAQ », plusieurs organismes de la vallée de la Matapédia ont participé à cette journée de mobilisation. Les organismes demandent au gouvernement Legault de tenir ses promesses et d'offrir un meilleur soutien et une meilleure reconnaissance aux organismes communautaires qui attendent depuis longtemps des actions structurantes de la part du gouvernement. La TVC était présente et une émission spéciale de Info.tvc Express vous sera présentée à ce sujet à compter de mardi. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de cette consultation publique qui est en cours actuellement concernant le plan d'aménagement spécial de récupération de bois affecté par la tordeuse des bourgeons de l'Épinette pour la région du Bas-Saint-Laurent. On revient sur le résultat du solde migratoire de la Matapédia qui vit pour une troisième année consécutive un bilan positif. Cet été, on devrait assister à l'ouverture du parcours aventure en Via Ferrata aux Chutes à Philomène.
On discute avec le maire de la municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs, Nelson Pilote, pour en savoir davantage sur l'avancement des travaux. Mais tout d'abord, ce fut le lancement de la loterie qui fait du bien par l'Association du cancer de l'Est du Québec, dont la Fondation Action Santé de la Matapédia est partenaire depuis 2 ans. Après la pause, on vous présente l'entrevue avec Diane Arbour, directrice de la Fondation. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau roulier! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. L'Association du cancer de l'Est du Québec a lancé la 5e édition de la loterie qui fait du bien. Lorsque vous achetez un billet, oui, vous risquez la chance de gagner un prix, mais vous encouragez aussi et vous permettez à contribuer à ce que les personnes qui sont atteintes de cancer reçoivent des soins et des services plus humains et vous contribuez à soutenir leur famille et leur entourage. Donc, pour en discuter, je suis avec Diane Arbour, qui est la présidente de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Bonjour, Diane! Bonjour, merci! Ça va bien? Ça va très bien. Bon, on a bravé la tempête de neige. Il n'y a pas de problème. Donc, la loterie santé, la loterie est lancée. Oui, Donc, et puis, effectivement. c'est pas la première année que vous êtes partenaire de cet événement-là. C'est la 2e année que la Fondation Action Santé de la Matapédia participe à cette loterie qui fait du bien. Donc, habituellement, c'est les fondations qui offrent des services de soutien au cancer. Ça fait qu'en participant, ça coïncidait avec nos valeurs. Donc, comme je mentionnais au début, les gens qui achètent des billets, ça va permettre d'avoir des soins plus particuliers aux personnes qui sont atteintes de cancer. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme soins? Je te dirais que les gens ne sont pas au courant que les billets qu'on vend dans notre territoire, 50 du billet demeure pour la fondation en place. OK. Donc, les billets, la valeur, les sous restent ici. Et de plus, les ventes qui ont été faites dans nos partenaires, soit chez Métro et chez Homarware de CBE et aussi ProNature, considérant que la Fondation vend un minimum de billets, à ce moment-là, elle profite du profit des billets des autres sur son territoire. Ce qui apporte plus de soins et plus d'équipements. Fait que l'argent est vraiment remis au service et à l'optimisation des soins dans notre département d'oncolo. OK. Et parce que je lisais aussi qu'avec l'achat d'un billet, les personnes atteintes d'un cancer peuvent recevoir un massage. Est-ce que ça vous concerne aussi? Ça, c'est plus en général pour toutes les autres? Effectivement, c'est plus en général parce que je voulais valider ici si le service existait vraiment. J'ai pas validé complètement cette information, mais je sais qu'à chaque billet ou à chaque 10 billets, ça représente un service de massage ou une trousse confort. OK. De toute façon, la partie de l'argent qui vous revient va servir à ces personnes-là, de toute façon, peu importe le service qu'ils vont recevoir. En plein ça. Oui. Donc, c'est ça. Les billets sont à 10 $. Oui. Et sont en vente, là, comme vous mentionnez, donc chez Métro. Ils peuvent l'acheter à la Fondation Ils également? l'achètent à la Fondation. D'ailleurs, on a fait des ventes en ligne et on va être dans les prochaines semaines au marché Richelieu. Puis on l'offre directement. Les membres du conseil d'administration ont des billets aussi en main pour les offrir. Et je te dis, ça va très bien. On est sur le point d'en manquer. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Un heureux problème. Mais on continue d'en offrir parce qu'on va en recevoir d'autres de la SEC. L'important, c'est d'en offrir le plus, c'est d'avoir des gagnants dans notre région. Exactement. Fait que là, on compte, les gens peuvent acheter directement auprès d'une personne de la Fondation ou acheter en ligne. Donc, par l'entremise de votre page Facebook? Oui, la page Facebook, tout simplement, en nous envoyant un petit courriel à la Fondation, un numéro de téléphone, ou il n'y a pas de problème. Avec Messenger, Interact et tout, là, c'est tellement facile aujourd'hui. Puis, il n'y a plus de raison. C'est pas cher 10 $ pour faire du bien à une personne qui est atteinte du cancer. C'est un bel investissement. Parce qu'il y en a de plus en plus, hein, je pense.
Et je vous dirais, dans les statistiques, on s'imagine des fois que ça se calme, mais là, il y a 10-15 ans, on disait une personne sur 4 a atteint du cancer, puis là, aujourd'hui, c'est une personne sur 2. Mais là, c'est la moitié. C'est la moitié, mais au moins, on a la chance d'avoir des soins, des nouveaux médicaments, des nouveaux programmes qui aident les familles à passer au travail. Ouais. Il y a plusieurs prix qui peuvent être gagnés, comme Oui. je mentionnais aussi. Est-ce qu'on Oui. sait un peu c'est quoi les prix? De mémoire, je ne sais pas tous, mais il y a au-dessus de 20 000 de prix. Donc, il y a des crédits dans la maison Tanguay. Il y a des crédits. As-tu la liste, toi? Oui! Parce que moi, je ne l'ai pas par cœur. Mais pour notre territoire, on a Oui. les marchands métro. Oui, On Métro peut est toujours gagner partenaire, marchand métro. effectivement, dans le Bas-Saint-Laurent. Des chèques de 1 000 que Oui, les gens peuvent intéressant. gagner, c'est intéressant. Oui. Les autres, c'est partout, ça peut être ameublement Tanguay, Oui. Thalasso Aquamer, Thalasso Oui. Spa, C'est pièces ça. d'auto économique, CEPAC, Gîte du Mont-Albert. C'est ça. Mais sur notre territoire, Oui. nous, c'est surtout les métros et les Oui. bons d'achat de 1 000 C'est qui ça. sont, Alors, puis, à la SEC, nous disait si nous avions un partenaire majeur qui serait intéressé à participer à la prochaine loterie, ça serait super intéressant. On a Métro ici, mais pour avoir dans un autre domaine qui devrait avoir un partenaire qui participe. Donc, l'impact est encore plus majeur quand sur ton territoire, tu as des participants plus proches. Ben, Ça aide. C'est toujours un petit. Toujours intéressant. ben, le message est lancé. On demande, c'est d'autres partenaires qui veulent s'impliquer. C'est une très bonne Oui. cause. Là, on parle de la loterie, Oui. mais il y a quelque chose de particulier aussi pour la Fondation. On va fêter son 35e anniversaire cette année. Eh oui. Est-ce qu'on peut avoir des petits scoops? Ben, j'ai des petits scoops. Je peux pas dire que je suis dans le secret des dieux, mais il y a plein de petites choses qui s'en viennent, de petites et de grandes choses qui s'en viennent. Le 35e de la Fondation Action Santé était fondé en février 1987. Donc, on serait dedans. Mais avec la pandémie et tout, moins de contact avec les bénévoles. Il n'y a pas eu de grosses actions pour faire des grosses activités. Mais on va le souligner dans les prochains mois. Discrètement, mais professionnellement. Avec la campagne de cœur qui s'en vient, parce que chaque année, la Fondation choisit un équipement et donc on va en campagne de financement pour accéder à cet équipement-là. Cette année, nous avons choisi, c'est un colonoscope pédiatrique. Donc, c'est une valeur près de 60 000 Ça veut dire que la campagne est toujours axée pour recueillir des dons, pour payer cet équipement-là. Puis avec ça, on s'assure que nos usagers demeurent chez nous et reçoivent des soins de qualité. C'est important de pas... Des fois, on est obligé de, comme on dit dans le jargon, de se taper des kilomètres pour recevoir des soins. C'est des frais. C'est physiquement et moralement, c'est fatigant. Oui, c'est difficile. Quand C'est tu n'as difficile. pas l'énergie, Oui. physiquement, c'est dur de se C'est déplacer. ça. Là. Fait que le but de toutes nos campagnes, de toutes nos actions, vraiment de s'assurer que nos soins et tout ça reste ici, puis qu'on donne la qualité. Puis là, tu voulais un autre scoop, là. Toujours ouvert à avoir des scoops. On en veut. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une présidente d'honneur qui a été choisie, qui n'a pas été annoncée. Ça va aller plus tard. Ah, OK. Et le dernier scoop, une activité pour ceux qui me connaissent. Vous savez que j'ai pas peur des fois de faire des choses un peu rigolotes. Donc, je vous mets ces articles sur la table, mesdames et messieurs. En 2013, ceux qui ont participé vont savoir. Donc, il va y avoir un avis de recherche qui va être fait à ceux qui ont osé chausser ce genre de chaussures en 2013. Et cette année, à l'occasion de la Fête des Pères, on reprend notre activité. Je te dis juste, ça va s'appeler « Chaussez vos talons pour la Fondation ». Donc, que du plaisir. Que du plaisir. Et d'ailleurs, je vais t'inviter personnellement à nous joindre. Ah, mais ça, c'est le fun. Je vais être là. Alors, c'est le scoop. Ah, j'en dis pas Fait que plus. là, on va devoir te réinviter. C'était le but. Ah, c'est ça. Ah, ça se paye des invitations à C'est venir à la le fun. télé. Ah, l'important, c'est de parler de notre belle communauté puis de dire ce qui se passe chez nous. Oui, puis vous travaillez pour une belle cause. Là. Oui, tu sais, comme on dit, Oui. là, c'est rendu une personne sur Ouais. deux, puis le cancer, Ouais. c'est Ouais. rendu un fléau. On a besoin de soutien, Ouais. on a besoin d'argent pour aider ces Oui. gens-là. On ne sait jamais quand ça touche un de nos proches, de la famille, des amis. C'est ça. Exactement. Bien, merci beaucoup, Diane. Merci. C'était un plaisir de te Merci. recevoir et on va te recevoir encore, Ah. c'est certain. Je suis contente. Merci à vous. Vous faites un excellent travail. Merci. Merci. Donc, on vous encourage à vous procurer un billet pour la loterie qui fait du bien. Les billets sont 10 $. Vous pouvez vous les procurer auprès de la Fondation Action Santé de la Matapédia, soit en les contactant, vous pouvez les appeler ou par l'entremise de leur page Facebook.
pour connaître ce qui se passe chez vous dans la vallée de la Matapédia. TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Depuis 2012, la tordeuse des bourgeons de l'épinette ne cesse d'envahir les forêts du Bas-Saint-Laurent et celles de la Matapédia ne font pas exception. Dans le but d'améliorer les travaux de récolte de bois atteints par la tordeuse des bourgeons de l'épinette en forêt publique, une consultation publique a été mise en place par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Pour tracer un portrait de la situation, je reçois Marie-Hélène Ouellette d'Amour, biologiste au Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, et Félix Tremblay, ingénieur forestier responsable de la planification de l'unité de gestion du Bas-Saint-Laurent. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui. Donc, je vais commencer avec vous, Madame Ouellette. Pouvez-vous nous faire un compte-rendu de la situation actuellement dans nos forêts sur notre territoire? Oui, je vous dirais qu'on est pas mal dans les années d'épidémie, cette épidémie-ci, les années les plus sévères. Donc, on voit beaucoup de défoliation, là, c'est-à-dire des sapins, des épinettes brunes, de la mortalité en forêt. Donc, ce sont des impacts les plus spectaculaires qu'on peut voir en ce moment. Et votre coin de pays, la Matapédia, est particulièrement touché, là. Oui, c'est ça fait quand même plusieurs années. Et c'est quoi les principaux dommages qui sont constatés? On voit une grande mortalité des arbres dans les vieilles sapinières, les sapinières âgées. Donc, c'est sûr qu'une épidémie comme celle-là, qui a lieu à peu près à tous les 30 ans, ça a un certain impact là, sur la forêt, des impacts sur les emplois qui viennent en forêt aussi, et sur la récolte de bois, là. C'est la raison pour laquelle le ministère, puis Félix pourra nous en parler davantage, c'est la raison pour laquelle le ministère prépare, dans les années de fortes épidémies comme celle-là, des plans de récupération de bois dans le contexte de l'épidémie tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc, on est consulté en ce moment là-dessus sur ces plans de récupération-là. Justement, on va passer la rondelle à M. Tremblay, justement, pour qu'il nous explique un peu plus c'est quoi cette consultation publique, c'est quoi l'objectif, où est-ce qu'on veut en venir avec cette consultation? Oui, bien, tout à fait. Merci pour l'invitation. L'épidémie, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, là, elle a débuté en 2012, là, quand les papillons ont traversé de la Côte-Nord vers le Bas-Saint-Laurent. Elle a rapidement rejoint les terres publiques là, pour commencer ses dommages en forêt. On suit la progression de l'épidémie depuis ce temps-là. Et depuis 3 ans, en fait, on est rendu à notre troisième version de plan spécial pour la récupération des bois. Donc, on suit la progression, mais c'est quand la totalité s'installe à l'intérieur des peuplements forestiers qu'on déclenche un plan d'aménagement spécial pour récupérer ces bois-là. Alors, l'objectif de la consultation actuelle, c'est d'informer le public de ce qui se passe en forêt en lien avec l'épidémie. Donc, les gens pourront constater un peu la localisation des secteurs affectés ainsi que l'importance de cette épidémie-là pour la saison 2022. Ça va leur permettre aussi de s'exprimer là, si les gens ont des préoccupations en lien avec les différents secteurs d'intervention, là. Donc, c'est une façon pour nous d'aller chercher une certaine information, les préoccupations du public et de trouver un terrain d'entente donc pour concilier les intérêts de tous les utilisateurs de la forêt. Donc, le plan d'action va être un peu conçu en fonction de ce que vous allez recevoir comme commentaires? Absolument. Nous, on récupère les commentaires. On fait un suivi avec les personnes qui laissent leurs coordonnées. Puis éventuellement, au terme du processus, là, il pourra y avoir de l'harmonisation. Donc, la planification pourrait être modifiée en conséquence. Puis il va y avoir un rapport des consultations qui va être produit à la fin du processus. Et puis, rendu public. Donc, je pense que présentement, la consultation est commencée. Les gens qui veulent participer, comment ça fonctionne?
C'est fort simple, en fait. C'est sur le site web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Il y a un onglet là, qui est vraiment attitré excusez, là, c'est pour les plans d'aménagement spéciaux pour le Bas-Saint-Laurent. C'est une carte interactive, donc on peut zoomer, dézoomer, se promener sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, puis on va voir, les gens pourront constater les secteurs d'intervention et de la voirie forestière qui est rattaché à ça. Et il y a un formulaire en ligne qu'ils peuvent compléter directement. Donc, fait que là, on parle de la coupe forestière qui pourrait permettre de sauver peut-être les arbres qui sont atteints. Mais d'un côté, en même temps, la coupe forestière peut peut-être nuire à certaines espèces d'animaux. Je pense que Mme Ouellette peut nous en dire un peu plus aussi là-dessus. Oui, bien, ce qui nous inquiète en ce moment, c'est que il y a des coupes qui sont prévues à proximité de l'habitat du caribou de la Gaspésie. Donc, on comprend qu'il y a urgence de récupérer les bois avant qu'ils... C'est ça, hein, le plan spécial, c'est récupérer les bois avant qu'ils ne soient plus utilisables là, dans les usines. Sauf que dans ces coupes particulières-là qui sont proches de l'habitat du caribou, on rappelle là, qu'il reste quelques 34 caribous en ce moment et notre inquiétude, c'est de voir disparaître encore plus de leur habitat qui est déjà fortement dégradé, c'est-à-dire leur habitat préférentiel qui sont les sapinières matures, donc les vieux peuplements de sapins baumiers. Donc, on a déposé, nous, un avis là, au ministère qui réclame le retrait là, de plusieurs chantiers prévus au plan spécial qui est en consultation présentement, justement pour mieux protéger l'habitat de cette population-là. OK, de ce que je comprends, c'est que le ministère a pris ça en compte, puis là, ils vont peut-être modifier ou va y avoir des changements au niveau du plan d'action. Est-ce que c'est ça, M. Tremblay? Bien, en fait, ce qui a été déposé comme secteur d'intervention et ce qui est actuellement en consultation, c'est l'ensemble des secteurs qui font l'objet d'une mortalité, que ce soit en termes de sapins ou d'épinette, c'est les deux principales essences vulnérables. Donc, actuellement, on est effectivement en train de recueillir les commentaires du public. Pour ce qui est des membres de la table GIR, c'est déjà réalisé. On a commencé à analyser les commentaires. Puis éventuellement, oui, la planification pourrait être appelée à changer. Mais je veux juste rappeler aussi, là, la planification actuelle respecte les règles du jeu qui ont été établies jusqu'à présent. Puis la planification n'entre pas dans la zone essentielle du caribou, ni même dans l'aire de répartition là, qui est reconnue par le fédéral. Non. Je me permettrais oui. de souligner que c'est quand même fortement à proximité de ces secteurs-là et que nous, il y a une inquiétude définitive là, pour l'habitat qui est déjà fortement perturbé. Fait qu'il y a quand même un risque, ce que je comprends, selon vos constatations. Réalité, pardon? Selon vos constatations, il y a quand même un risque. Bien, écoutez, d'abord, on ouvre certains des chemins sont nouveaux, certains sont en restauration, mais ça veut dire qu'on va ouvrir et utiliser des chemins supplémentaires. Ça permet aux prédateurs, des fans particulièrement, de pénétrer le territoire plus avant jusqu'à l'habitat du caribou. Donc ça, c'est une préoccupation majeure. Puis c'est sûr que, tu sais, on a beaucoup d'efforts gouvernementaux récemment en termes de sommes investies là, dans des mesures de protection moi j'appelle ça extrême, là. On parle d'enclos de maternité pour le caribou en ce moment. Ça fait plusieurs années aussi qu'on piège le coyote, l'ours noir aux environs de l'habitat essentiel du caribou. Tout ça, ça vise justement à protéger les fans des prédateurs, mais ce sont des sommes conséquentes qui sont investies dans ces diverses mesures-là. Et pour nous, c'est comme un peu un paradoxe d'aller faire des travaux forestiers supplémentaires qui hypothéqueraient là, l'habitat du caribou davantage. OK. Est-ce que vous répondez quoi à ça, M. Tremblay, face à ces inquiétudes-là? Bien,
Moi, je trouve que c'est un super bon exemple de préoccupations qui peuvent émaner des consultations. Donc, nous, on va recevoir ces commentaires-là, on va les analyser, puis on va y répondre là, du mieux qu'on peut. Parce que là, on parle aussi de la coupe forestière, donc pour sauver les arbres qui sont atteints. Mais qu'est-ce qui pourrait être mis en place justement pour éviter d'en arriver là? Est-ce qu'on peut combattre la tordeuse des bourgeons de l'épinette d'une façon quelconque? En fait, il y a différentes façons. Nous, on a une stratégie d'aménagement qui a été adaptée pour faire face à l'épidémie. La stratégie d'aménagement a été modifiée pour la période, en fait, depuis la saison 2018, puis ça va se poursuivre jusqu'en 2028, jusqu'à preuve du contraire. Puis ultimement, il y a de la lutte directe qui peut aussi se faire. Là, c'est pas nous, là, c'est pas mon équipe là, directement, mais c'est vraiment le rôle de la SOPFIM. Mais eux, ils font de la lutte directe là, avec l'arrosage. Là. OK. Fait que c'est beaucoup, principalement, c'est par de l'arrosage qu'on peut éliminer la tordeuse. C'est ça, je comprends? Les plans de récupération, c'est aussi un des éléments de notre coffre à outils pour y faire face. Donc, on vient ultimement chercher les bois en perdition, mais avant que ces peuplements-là meurent, il y a une certaine portion du territoire, c'est à peu près 25 là, des terres publiques du Bas-Saint-Laurent qui sont protégées par de l'arrosage. C'est des zones où nous, on ne va pas récolter de bois là, pour toute la période que c'est arrosé, pour se concentrer dans les peuplements les plus vulnérables en dehors des aires admissibles à l'arrosage. Parfait. Donc, je vois que Mme Ouellette, ça semblait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ou c'est vraiment la seule? Écoutez, il y a une chose qui nous est favorable au Bas-Saint-Laurent, c'est qu'on a, si on parle seulement du caribou, là, on a la portion seulement est de notre territoire forestier public qui est touché par l'habitat du caribou. Donc, les bois qui sont nécessaires à alimenter les usines, alimenter l'industrie forestière, on a une certaine marge de manœuvre à ce que je comprends là, pour aller chercher des bois ailleurs que à proximité de l'habitat du caribou. Puis, l'autre chose qui est importante de dire aussi, c'est que il y a une vaste démarche régionale là, pour les aires protégées. Présentement, vous avez sûrement entendu parler en décembre 2020 d'une réserve de territoire aux fins d'aires protégées là, qui serait comme collée au parc de la Gaspésie. C'est un contour qui a été annoncé en 2020 qui est différent de celui qui fait consensus depuis 2013 dans la région. Et si on gardait le contour original, on se sauverait aussi beaucoup de problèmes par rapport à la proximité de l'habitat du caribou. Donc, on va de ce côté-là aussi, on va demander que certains chantiers soient retirés du plan spécial, à la fois on travaille en synergie, à la fois pour protéger l'habitat du caribou, mais aussi pour respecter le consensus régional sur les aires protégées au Bas-Saint-Laurent. Okay. Donc, c'est un peu le portrait global là, qu'on veut faire. Parfait. Donc là, c'est sûr, ce qu'on parle depuis le début, là, c'est que ça concerne les forêts publiques. Oui. On sait aussi que là, il y a, les producteurs de bois du secteur privé demandent aussi des actions de leur côté, là, du gouvernement, pour avoir une aide de leur côté. Actuellement, au niveau du gouvernement, du ministère, on en est où par rapport à cette demande-là? En fait, c'est pas moi qui va vous répondre directement. De un, je suis pas au courant du dossier. De deux, mon mandat d'aujourd'hui, c'est vraiment de répondre aux questions plus en lien avec les consultations qui ont cours pour la récupération des bois qui sont en perdition sur forêt publique. Donc, c'est pas un dossier que je maîtrise aucunement. Okay. Je pourrais pas me prononcer, malheureusement. On sait pas s'il y a des démarches qui se font en ce moment. Parfait. Avez-vous d'autres choses à rajouter? D'autres éléments d'information qui pourraient être intéressants pour les auditeurs là, à savoir, pour le faire une idée ou contribuer à la consultation publique? Bien, moi, j'inviterais l'ensemble des gens à s'informer, à aller voir la consultation en ligne du ministère, puis à participer évidemment là, à cette consultation-là pour que leurs priorités soient entendues. Là. Donc,
Parce que là, je constate qu'il y a beaucoup d'enjeux avec cette consultation. Bien, je pense que c'est pour ça que le ministère fait une consultation publique, parce qu'il veut connaître les opinions des gens, mais il y a quand même beaucoup d'enjeux. Ce que je constate, là, c'est pas... Ça n'a pas l'air aussi simple, tu ne pas juste dire on se débarrasse de la tordeuse, on fait ci. Il y a beaucoup d'enjeux parce qu'il y a il va y avoir beaucoup de répercussions autour de tout ça, là. Oui. Mais moi, je veux juste rappeler aussi, c'est pas notre première planification d'un plan d'aménagement spécial. Là. On a commencé le premier en 2019. Ça a progressé avec les années en suivant l'évolution de l'épidémie, mais chaque plan spécial, en fait, on déclenche un plan spécial quand il y a des bois qui sont en perdition découlant d'une perturbation naturelle. Ça peut être un feu, ça peut être un chablis, ça peut être une épidémie. Chaque perturbation doit avoir un plan spécial qui est préparé si on veut aller pour les récupérer. Et chaque plan spécial doit aussi faire l'objet d'une consultation publique. Donc c'est pas nouveau, là. C'est ça. Donc, après la consultation, là, il va y avoir des plans concrets qui vont être proposés, j'imagine, par la suite? En fait, le plan, oui, il va se concrétiser, il va se raffiner en vue des travaux pour la saison 2022. Et éventuellement, si l'épidémie progresse en 2023, il y aura un nouveau plan pour la saison 2023 qui va suivre. Oui. Bon. Ben, merci. La consultation, je veux juste rappeler, excusez, oui. C'est ouvert jusqu'au 14 mars prochain. 14 mars, ça se fait en... 14 mars plutôt. Ça se fait en ligne, c'est ça? Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup pour les explications, les clarifications. On en sait un petit peu plus, on comprend mieux la situation. Donc, j'étais en compagnie de Marie-Hélène Ouellette d'Amour, qui est biologiste au Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent. Vous avez des titres longs. Et Félix Tremblay, qui est ingénieur forestier responsable de la planification de l'unité de gestion du Bas-Saint-Laurent. Et puis, merci beaucoup. Et puis, on invite les gens là, qui veulent participer à cette consultation publique de se rendre sur le site du ministère de la Forêt, des Faunes et des Parcs pour aller remplir le formulaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Pour une troisième année consécutive, la MRC de la Matapédia affiche un solde migratoire interrégional positif. Les derniers chiffres pour l'année 2020-2021 de l'Institut de la statistique du Québec révèlent des gains records pour le Bas-Saint-Laurent et plus précisément pour la MRC de la Matapédia. Pour mieux comprendre ces statistiques, je reçois en studio Isabelle Pinard, qui est conseillère en développement, promotion et attractivité à la MRC. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc. Ça va bien? Oui, très bien. Bon, t'as bravé le froid pour venir nous rencontrer ce matin. Toujours un plaisir de venir vous rencontrer. Donc, on parle de solde migratoire. Donc, on peut supposer que c'est le différentiel entre les arrivées dans la région et les départs. C'est exactement ça. Donc, on sait que pour l'année de 2020-2021, on part ça du mois de juin jusqu'au mois de juillet, on a eu 620 personnes qui sont venues sur le territoire, puis il y en a 418 qui l'auraient quitté. Donc, ça fait une différence, 620 moins 418, de 202 personnes qui se sont ajoutées à la population matapédienne là, au cours des derniers mois. Et ce chiffre-là, on peut parler d'un record? C'est effectivement un record parce que, vous le disiez là, en introduction, ça fait 3 années consécutives là, qu'on est en hausse. Il y a 3 ans, on avait une hausse de plus 7 personnes. Donc, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel parce que ça fait plusieurs années que malheureusement, on connaissait toujours des déficits. Donc, il y a 3 ans, on était à plus 7. Là, il y a 2 ans, on était à environ plus 40. Puis là, on est à plus 202. Donc, il y a vraiment une très grande augmentation du nombre d'arrivées. Il y a vraiment beaucoup. D'être 200, c'est vraiment beaucoup. Là. Si on compare ça avec les autres années, que c'était en bas de 100 personnes, là, on a plus que doublé le nombre de personnes qui se sont installées ici. Ouais. C'est sûr que là, on s'imagine, une des causes, probablement la COVID-19 a joué un rôle important parce qu'on sait qu'avec le télétravail, les gens ont beaucoup quitté le milieu urbain
pour aller en région éloignée. Oui. J'imagine que tu nous confirmes que ça fait partie des effectivement, facteurs. Oui, c'est dans les facteurs. Parce que c'est pas évident non plus là, pour chacune des 620 personnes de savoir exactement qu'est-ce qui a fait que son déménagement s'est fait là, de la région. Puis on ne sait pas toujours non plus d'où ils arrivaient là, ailleurs du Québec. Mais effectivement, on remarque que partout dans les régions rurales, là, il y a eu une augmentation des gens qui sont arrivés suite aux effets de la COVID. Donc, le confinement, les gens qui n'avaient pas nécessairement accès à des terrains, des grands horizons, ont rêvé de justement avoir cette possibilité de liberté, de sortir un peu à l'extérieur. Et pour plusieurs, ça a accéléré la décision de faire le fameux move, là, de se dire, bon, OK, on s'en va, on quitte la ville et on s'en va en région. Il y a aussi le phénomène des gens qui ont probablement aussi commencé à habiter leur résidence secondaire de façon plus permanente. Okay. Donc ça, on sait que c'est probablement une tendance. Des gens qui avaient peut-être des chalets ou des habitations secondaires qui se sont dit, bon, ben nous, on profite de ce moment-là pour dire, bon, on déménage puis on s'installe vraiment de façon permanente ailleurs. Il y a toujours aussi, bien sûr, les gens qui souhaitaient de toute manière quitter la ville pour venir en région. Donc ça, il y en a toujours eu aussi. Ça a assez poursuivi aussi comme mouvement. Fait que aussi dans les autres facteurs, parce que là, on parle aussi de la COVID, mais pas juste de la COVID, c'est quoi les facteurs principaux aussi qui peuvent attirer les gens dans la région? Bien, c'est clair que l'emploi, c'est toujours ce qui attire en premier les gens là, pour venir dans un nouveau milieu. Ce qu'on travaille beaucoup aussi, c'est de mettre en valeur notre territoire parce que partout ailleurs au Québec, dans toutes les régions, même en région urbaine, il y a des demandes très fortes au niveau de l'employabilité. Donc, actuellement, les gens qui sont en recherche d'emploi, ils ont la possibilité de s'établir pratiquement partout. Ça fait que c'est nous ce qu'on essaie de vraiment mettre de l'emphase, c'est sur notre environnement. Qu'est-ce qui ferait que, oui, tu peux venir travailler, mais tu vas venir t'établir, puis tu vas aussi vivre quelque chose d'intéressant aussi en dehors de ton travail. Donc, c'est là-dessus aussi qu'on essaie beaucoup de travailler. Puis c'est là-dessus aussi qu'on remercie toutes les personnes, les communautés qui mettent de l'avant des actions pour rendre les milieux dynamiques, toutes les actions au niveau famille, au niveau aîné. Chaque geste qui fait que c'est agréable de rester dans une collectivité fait que ça contribue justement à l'arrivée de nouvelles personnes puis à ce qui demeure sur notre territoire aussi. Oui, puis comme tu mentionnes, c'est important parce que la personne a beau dire « je viens ici pour le travail », mais il arrive une fermeture d'usine ou il arrive pour n'importe quelle raison, la personne perd son emploi, bien, elle va avoir le goût quand même de rester ici et de se trouver un autre emploi ailleurs sans dire « bien là, j'ai plus d'emploi, j'ai plus rien, alors je m'en retourne ». Oui, puis souvent aussi, ça peut être une décision familiale. La personne, des fois, n'est pas seule, elle peut arriver en couple, elle peut arriver avec des enfants, donc ça devient une dynamique aussi. Il faut que tout le monde de la cellule se trouve bien aussi dans son milieu, là. Donc, c'est un beau défi. C'est toujours des grands défis d'attirer une famille, d'attirer des gens à venir, puis surtout de faire en sorte qu'ils se sentent bien sur le territoire, qu'ils décident de s'y intégrer et d'y demeurer. Et avant qu'on commence l'entrevue, tu me parlais aussi que cette année, c'était spécial, c'était une première année, au niveau démographique. Bien oui, c'est ça, c'est ce qu'on remarquait aussi. C'est sûr que là, on parle des estimations de population. Il faut attendre officiellement les décrets là, de l'Institut de la statistique du Québec pour vraiment dire, OK, voici la population officielle de notre territoire. Mais selon les estimations, c'est la première fois depuis 1996 qu'on voit que le nombre de la population a augmenté. Donc ça, c'est vraiment phénoménal. Puis justement, c'est une des parties qui explique ça, c'est le sol migratoire positif. Parce que malgré tout, on sait que notre région est vieillissante et notre démographie au niveau de l'accroissement naturel est négatif. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait quand même des jeunes, que le taux de fécondité soit très élevé, on a quand même plus de décès que de naissances. Donc, au niveau de l'accroissement naturel, c'est en décroissance. Donc, le fait que de nouvelles personnes viennent s'ajouter, c'est ce qui explique qu'on a eu un rebond puis une augmentation de la population dans la dernière année. Ça fait que ça vient les nouveaux arrivants viennent compenser pour les pertes parce que, bon, c'est le cycle de la vie, hein, c'est sûr. On va quitter un jour. Fait que ça prend... Si on peut dire ça comme ça prend de la relève, des gens qui vont poursuivre la vie ici. Justement, d'ailleurs, on parlait d'attractivité.
il y a un service à la MRC dans lequel tu fais partie, justement. Fait que pouvez-vous nous parler un peu de ce service d'attractivité-là? Et ça fait combien d'années que ça existe? Officiellement, depuis 2016, le service qu'on offre, en fait, c'est d'accompagner toute nouvelle personne qui arrive ou qui a une intention aussi d'arriver. On peut avoir des contacts avant aussi là, pour les aider, les accompagner dans leur installation. Particulièrement, moi, je m'occupe des plus de 36 ans et toutes les personnes qui n'entrent pas dans les critères de Place aux jeunes, parce que Place aux jeunes demeure notre partenaire privilégié là-dedans. J'ai aussi un collègue qui est Alexandre Lavoie, qui, lui, s'occupe vraiment du recrutement. Donc, lui, il va travailler plus avec les employeurs et il va plus voir à faire de l'arrimage entre, justement, qu'est-ce qu'on recherche comme emploi et qu'est-ce qu'on a comme possibilité d'emploi sur le territoire. Fait que, j'ai eu la chance de travailler avec toi, parce que moi aussi, ça fait même pas un an que je suis arrivé dans la région. Je suis pas encore dans les statistiques. Non, tu vas l'être dans l'année prochaine. J'espère qu'ils vont être encore positifs. On se le souhaite. Et à quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a des tendances? Avec les chiffres qu'on a, est-ce qu'on peut prédire un peu les tendances pour la prochaine année? Bien, c'est sûr que ce qui est un peu toujours nébuleux, c'est l'impact des mesures sanitaires puis de la COVID sur notre situation. Donc, est-ce que le mouvement, la tendance du retour en région va se poursuivre? Ça, il est peut-être encore un peu tôt pour le prévoir. Mais ce que ça l'a amené aussi, c'est au niveau du travail et du télétravail. Donc, on voit aussi que de plus en plus, les entreprises songent à intégrer le télétravail, même s'il y a retour à la normale. Donc, est-ce que ça aura une influence justement sur des gens qui, peut-être au niveau de leur travail, ne pensaient pas pouvoir occuper un poste dans la région, mais pourront le faire à distance? Donc, ça pourrait être une opportunité pour nous, une tendance qu'il faut qu'on surveille. Ça, c'est certain. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. C'est fort intéressant. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Et on invite les gens, s'il y en a qui cherchent une région pour venir habiter, bien, ici dans la vallée de la Matapédia, c'est vraiment très beau. C'est vraiment un bel endroit. Donc, on vous encourage à venir vous installer, puis un beau service pour vous accueillir, puis vous aider à vous intégrer. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Le premier parcours de Via Ferrata sera construit dans la région, ici. Et c'est dans la paroisse de Saint-Alexandre-des-Lacs, dans le secteur de la chute à Philomène, dans lequel on va pouvoir le retrouver. Et pour en parler, avoir plus d'informations, je suis en compagnie du maire de Saint-Alexandre-des-Lacs, M. Nelson Pilote. Bonjour, M. Pilote. Bonjour, Marc. On a un beau projet qui s'en vient. Donc, pouvez-vous nous expliquer en quoi ça va consister, ce projet de Via Ferrata? Le projet Via Ferrata, c'est une escalade en parois rocheuses, avec aussi des structures qui vont faire que tu vas pouvoir passer sur une passerelle qui va traverser les parois d'un côté à l'autre devant la chute. Ensuite, on fait une escalade après la paroi rocheuse, verticalement en montant, et de côté, on a à passer par-dessus ce qu'on appellera un pont de singe. Donc, un pont de singe, si je vous l'explique rapidement, c'est qu'il y a une crevasse dans la paroi qu'on ne peut suivre, donc il faut la traverser en ligne droite de l'autre côté sur un câble. Ça, c'est ce qu'on appelle un pont de singe. Les deux pieds sur le câble, les deux mains après un autre câble qui est en supérieur avec tes mousquetons qui sont attachés, on traverse ça. Après ça, on continue avec la paroi, on monte encore plus haut, on continue vertical, ensuite de côté vers le haut de la chute. Là, on est rendu à ce moment-là beaucoup plus haut que la chute. Et ensuite de ça, là, nous arrivons à une autre crevasse, mais à cette place-là, ça va être ce qu'on appelle une poutre. Là, au lieu d'être un câble où tu vas te mettre les pieds, ça va être une poutre pour traverser cette deuxième crevasse. Les deux pieds sur la poutre, les deux mains sur le câble avec les mousquetons, et on finit le parcours d'escalade. Ensuite, nous sommes rendus totalement en haut de la chute. On prend un sentier, puis on va faire une petite marche comme dans un sentier quand même assez abrupt. C'est pas le plancher des vaches. Et on va aller à ce moment-là à la tyrolienne,
parce qu'il va y avoir une tyrolienne qui va nous ramener au point de départ. OK. Fait que ça, c'est ça notre Via Ferrata. C'est un beau parcours. Là, on parle d'escalade, mais est-ce que ça va être accessible à tout le monde? On parle de 8 ans et plus. OK. De 8 ans et plus, puis normalement, là, jusqu'à 99 ans et plus, ceux qui sont capables. Donc, fait que tu sois amateur ou pro en escalade, ça va être accessible. Tout le monde va pouvoir l'essayer. C'est accessible et il ne faut pas oublier qu'aussi que tu vas toujours être accompagné d'un guide. Okay. Il y a toujours quelqu'un qui est avec le groupe, la personne, les personnes, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, pour t'accompagner tout le long du parcours, pour t'aider à placer tes mousquetons, à te montrer comment faire, pour toujours dans un point de vue très, très sécuritaire. Okay. Fait que c'est comme ça que ça va fonctionner. Est-ce qu'on a plus de détails comme l'escalade? C'est combien haut ça peut monter, ça monte jusqu'à combien? La chute elle-même, elle a une trentaine de mètres. Donc, si on dit qu'on dépasse, ça devrait être autour de 40-45 mètres en pied, là, pour ceux qui sont plus à 120, 130, 140 pieds. Là, je ne peux pas vous dire la mesure exacte de hauteur. Et là, on parlait des étapes qui ont entre ça. Donc, le pont de Singe, il va être de combien long, le pont de Singe? Le pont de Singe, c'est pas... Les deux, le pont de Singe et la poutre, c'est pas tellement long. Je te dirais, là, peut-être 12 mètres à peu près, okay. Là, que tu vas être là-dessus là, pour vraiment traverser de la paroi rocheuse à l'autre paroi pour éviter la petite crevasse qu'il y a dans la paroi les parois de la chute. Ça te fait juste donner une petite pause avant de continuer l'escalade, à quelque part? C'est quelque part, mais c'est peut-être la petite pause la plus stressante. Oui, j'imagine. Et là, comme vous dites, on finit avec la tyrolienne. Et elle est à quelle hauteur et combien de ça, long? Présentement, je peux pas te répondre. Je peux pas répondre à cette question-là, mais ça va être quand même assez long parce qu'il y a une bonne distance entre les deux parois. Puis ça n'est pas encore installé, là. Ça, okay. Ça, c'est ce qui nous reste parce que l'installation déjà de la passerelle qui passe au milieu de la chute, ainsi que le sentier qu'on appelle la Via Ferrata après avec des ancrages, ça, c'est déjà tout installé et on a même okay. fait un essai. Ah oui, bon. Et comment ça s'est passé, l'essai? Ça s'est super bien passé. C'est Anne-Julie Otis qui travaille avec nous sur ce projet du CLD, qui en avait déjà fait un peu, qui a été notre cobaye. Elle a adoré ça, elle a aimé ça. Puis, en tout cas, on a des prises de photos extraordinaires, ainsi qu'un petit vidéo qui pourrait peut-être va vous permettre de voir un peu là, les points de vue qu'on a ou qu'est-ce qu'on fait dans l'ascension de cette Via Ferrata. Nous donner un petit avant-goût de quoi ça va ressembler. Exactement. Ça. Le passage sur la passerelle avec la chute devant toi. Ensuite, la mise en marche quand tu montes après les parois rocheuses, c'est vraiment... c'est moi qui l'ai tout filmé. Okay. J'ai trouvé ça... c'était extraordinaire de les filmer. Ça fait qu'imaginez-vous le faire. J'imagine. Vous vouliez pas être le cobaye? J'aurais aimé suivre, mais avec un petit mal de dos cette journée-là, je me suis abstenu. Parce que j'aurais pas voulu, la première fois qu'on faisait un test, d'être obligé d'appeler les pompiers pour qu'ils viennent me chercher. Non, ça aurait pas bien commencé. Non, disons que ça aurait pas été un beau, un bel investissement dans le fait de faire notre publicité. Vous pourrez vous garder le privilège d'être le premier à l'effectuer quand il sera complètement installé. Tellement de monde veulent être le premier, là, c'est clair, on va peut-être laisser ça même à nos commanditaires. C'est ça. Bon, donc vous avez mentionné que les travaux là, sont commencés. Puis, dans le fond, il reste plus tant de choses que ça, là. Non, là, il reste quelques sentiers à aménager là, pour amener tout ce beau monde-là qui va venir le faire de façon sécuritaire au point de départ, ainsi que du transfert, disons, du haut du parcours de grimpage jusqu'à la tyrolienne. Okay. Ça, c'est les deux aspects majeurs qui nous restent à faire. Parce qu'il va y avoir des sentiers pédestres à travers ça, hein? C'est ça, okay. C'est ça. C'est ça qui reste à aménager. Parfait. Comment ça s'est passé là, pour qu'on puisse avoir ce beau projet-là ici dans la région? Comment ça a commencé, cette histoire-là? Ça fait plusieurs années que, même avant que moi je sois maire, quand à la MRC, on avait le CLD, Comité local de développement, qui travaillait toujours. On avait toujours une personne dans nos municipalités. Puis on s'est toujours posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le site de la chute? Sans le rendre nécessairement rentable, mais au moins que ce ne soit plus une dépense. Parce qu'à Saint-Alexandre, il faut dire que une centaine de familles, un petit peu moins de 300 habitants, on ne peut se permettre de dégager des gros sous pour faire des infrastructures, mais on entretenait pareil le site. Donc, à chaque année, c'était des dépenses de surveillance, d'aménagement pour que personne ne se blesse, et tout. Après ça, est venu, voilà 3 ans à peu près,
un projet du club de VTT de mettre une passerelle. Pour ceux, beaucoup l'ont vu. Une passerelle, un belvédère, dans le fond, qui est un des plus longs au monde, suspendu, pour permettre aux personnes qui sont à mobilité réduite, soit en béquille, soit en chaise roulante, ou du monde qui ont très mal aux jambes, au dos, de pouvoir voir la chute sans descendre en bas. Fait que le club de VTT, en partenariat avec plusieurs, dont nous autres, la municipalité, ont installé cette plateforme-là. Et puis, avec l'aide aussi de certains paliers du gouvernement, là, certaines organisations, pour pouvoir permettre ce projet. À partir de là, nous autres, ça fait déjà, je te dirais, une dizaine d'années qu'on faisait de l'inventaire des touristes qui venaient voir la chute. Puis on s'est aperçu que c'était volumineux. C'est sûr que les 2 dernières années de la pandémie ont aidé, mais même avant ça, dans 5 jours sur 7, à peu près durant, je te dirais, une période de 8 semaines, il a passé au-dessus de 5000 visiteurs. Donc, on s'est dit, si on commence en juin, puis on finit en octobre, puis on serait là 7 jours semaine, c'est facilement 8-9 000 visiteurs qui viennent à la chute à Philomène. Ça fait qu'à partir de là, on a commencé à travailler avec qu'est-ce qu'on va faire là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus. Fait qu'Anne-Julie a travaillé fort, on a eu des petites rencontres, ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis finalement, pour pondre, là, ce fameux projet de Via Ferrata, qui va être unique dans l'est du pays, même, je pourrais dire, à partir d'ici à aller jusqu'à, même dans le Nouveau-Brunswick, à Halifax, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est ça, on en a C'est ça, pas. ça va être unique. Fait que, à partir de là, ben, on s'est mis au travail, puis on est rendu là. On est rendu quasiment à la fin. Très près. On est rendu très près là, de la conclusion finale du projet, mais non de l'utilisation du projet. Fait que là, donc, il y a la municipalité, il y a la MRC qui est impliquée. Y a-t-il d'autres acteurs qui sont impliqués dans ce projet-là? Disons que moi, si je peux dire une chose, c'est que on peut dire beaucoup un gros merci à Desjardins. Desjardins a embarqué avec nous autres au niveau on va appeler ça Desjardins provincial. Là. C'est le fonds Desjardins, le grand fonds du Québec, plus ici notre fonds Desjardins de la vallée, pour une somme qui est au-delà du 90 000 90 500 plus exactement, je crois. Ensuite de ça, on a si je donne le vrai nom, là, c'est le Fonds d'aide au développement de la Matapédia, volet 4, là, je crois, qui le Fonds des régions et ruralités, volet 4, vitalisation et coopération intermunicipale, qui sont allés pour un 100 000 Ça fait que pour nous autres, c'est les 2 gros morceaux qui ont fait qu'on a tout mis ça en place. Puis après ça, bien là, on va y aller avec une campagne de commandite. Déjà là, dans la campagne de commandite, on a demandé aux municipalités s'ils étaient prêts à embarquer dans le projet avec nous autres. Pour ce faire, si tu me permets, ben oui. Pour ce faire, on a formé la coopérative plein air de la Matapédia. On ne s'est pas arrêté à notre Via Ferrata pour pouvoir, en plus de créer notre Via Ferrata dans un futur rapproché, que je dirais, qu'on puisse aider au développement plein air de toute municipalité dans la vallée de la Matapédia. Donc, c'est pour ça qu'on a formé cette coopérative qui va être complètement indépendante de la municipalité. OK, c'est autre chose. La coopérative, elle va travailler à la Via Ferrata et le plein air matapédien. C'est ça, elle ne sera pas juste concentrée là, dans la municipalité de Saint-Alexandre. Exactement. Si nos projets, nos projections sont bonnes, on dégage des fonds, on va être capable, dans les années futures, de dégager des fonds pour aider des projets, de fournir aussi notre expérience pour des projets plein air Matapédia. C'est pour ça que je vous disais tantôt qu'on a déjà près d'une dizaine de municipalités qui sont déjà embarquées avec nous autres comme membres de soutien. OK, donc il y aurait peut-être possibilité d'avoir d'autres choses qui vont être organisées dans d'autres municipalités. Exactement, dans le futur. C'est en plein ça. Qu'on va aider, qu'on peut parrainer, on peut appeler ça de même. C'est le but visé, c'est pour cela qu'on s'est appelé Plein air Matapédia. Donc, pour le développement du plein air, on a tellement de belles régions pour ça. Exactement. Il y a tellement des fois, il manque il juste un petit coup de pouce, vraiment, pour justement instaurer d'autres projets qui va faire qu'on va garder nos touristes
nos personnes en région, puis de les occuper tout l'été. Oui, parce qu'on parle de Via Ferrata, déjà, c'est autour de 200 000 je pense, un projet comme celui-là. Le projet global est un peu plus haut que 300 000. OK. Si on compte tout, là, parce que là, nous autres, il va falloir procéder aussi à la mise en place d'un poste d'accueil. Après ça, la municipalité elle-même, on a commencé déjà à faire des recherches, des travaux pour amener vraiment un beau site, là, dans le fond, avec de l'eau potable et une vraie fosse septique, une vraie place qu'on peut aller aux toilettes sans problème, puis sans nuire à l'environnement aussi, là, parce qu'on est tout près quand même du site, là. Mais ça, c'est la municipalité qui s'investit là-dedans présentement, parce qu'on se dit toujours faut accueillir nos touristes, mais il faut les accueillir comme il faut. Oui, accueillir les touristes, mais les citoyens aussi, les citoyens vont pouvoir en bénéficier, c'est en plein ça. De belles activités à faire. Les Matapédiens au complet. C'est un très beau projet. Je pense que tout le monde a hâte là, de pouvoir l'utiliser. En tout cas, donc, si tout va bien, là, ça devrait débuter là, pour l'été prochain? Oui. Si tout va bien, là, tout va dépendre de la température. On sait toujours que si on a un printemps précoce comme cette année, la compagnie Prism qui vient faire les installations va venir finir l'installation de la tyrolienne, des parcours. Aussitôt que ça va être prêt, on va être en marche. Donc, si le printemps est hâtif, bien, les travaux vont commencer plus tôt. Exactement. Donc, mais on vise 15 de juin, plus tard 1er juillet. Ça, c'est... Puis il faut sûrement être prêt pour les vacances d'été l'an prochain. Ça serait au plus tard. C'était le but visé. Pourquoi qu'on a tout de suite commencé ces travaux-là cet automne. Parfait. Pour pouvoir être prêt pour cet été, pour la période des vacances, que les gens puissent en profiter, ceux qui vont venir en vacances dans le secteur. Exactement. Et même avant. Bon. Bien, merci beaucoup, M. Pilote, d'être venu nous en parler, de nous donner un bel avant-goût. Là, on a vraiment hâte que ça se fasse, on a vraiment hâte d'aller l'essayer. Je vais lancer ça va fonctionner. Oui, ça va fonctionner, on en est sûr. Fait qu'on lance un petit message de sollicitation. Bien, on va solliciter beaucoup de monde en campagne de financement aussi pour essayer de faire adhérer les entreprises avec nous autres dans une campagne aussi que tout le monde va pouvoir devenir membre de la coopérative. Ça, c'est important de le noter. Fait que si ça te tente d'avoir un rabais sur ton billet, si ça te tente d'encourager dans le fond, la coopérative matapédienne, ben tu peux prendre une part, que tu vas avoir un droit de vote à l'AGA, puis que ça va te donner des rabais sur ton billet pour aller faire la Via Ferrata. C'est pas rien. Ça va aider pour des projets futurs également. C'est en plein ça, puis n'oublions jamais que c'est un investissement matapédien. Tout à fait, et ça va être rentable et ça va rapporter de l'argent également. Ben, on va garder nos touristes chez nous aussi. Oui, oui, puis surtout en période de COVID où les gens ont plus peur de voyager de l'extérieur, bien, ça va lui donner une raison de plus de rester ici. C'est en plein ça. Puis de voir notre belle vallée, puis peut-être un jour venir s'y installer. Bien, effectivement, attirer des gens. Exactement. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et donc, à tous les abatteurs de plein air et de sensations fortes, vous avez encore quelques mois à patienter, mais d'ici l'été prochain, vous allez pouvoir bénéficier de ce bel attrait touristique de la région. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Merci d'avoir terminé votre semaine avec nous. Les vêtements que je porte proviennent de la boutique Passion Mode située à Cause-Abscale. Ne manquez pas ce soir à 19h30 le spectacle d'humour de Pascal Cameron et JC Surette à la microbrasserie La Captive. Les billets sont en vente à la porte au coût de 20 $. Comme tous les dimanches, c'est votre rendez-vous hebdomadaire du Télébingo dès 12h30. Cette semaine, les cartes à jouer sont de couleur blanche. Je tiens à souhaiter une belle semaine de relâche à tous les élèves et les étudiants ainsi qu'aux parents qui prennent une semaine de congé pour la passer en famille. C'est tout pour moi pour cette semaine. Je vous retrouve vendredi prochain.